Madame, Messieurs, je vous propose que nous démarrions notre audition. Je voudrais tout d'abord vous informer que notre audition et les débats ou les questions qui pourront s'ouvrir, nous sommes retransmis en direct sur le site internet du Sénat, ce qui fait que notre audition est publique. Et il est fort probable, en tous les cas très probable, que la chaîne publique Sénat soit nous retransmette au moment où nous sommes, soit réutilise naturellement les images qu'elle pourra capter sur le site internet du Sénat. Merci d'avoir répondu à l'invitation que nous vous avons envoyée, et singulièrement que je vous ai envoyée. Vous êtes ici les représentants de différents syndicats de la famille police. Le Sénat et la Commission des lois est particulièrement sensible sur les sujets à la fois de sécurité et de justice. Nous avons bien compris, mais comme vous, mais comme élus locaux aussi, les conditions dans lesquelles aujourd'hui l'exercice du métier présente un grand nombre de difficultés, en particulier à l'égard des actes de délinquance que je qualifierais probablement de manière impropre du quotidien, qui sont de plus en plus violents, d'une part, qui vous visent en particulier, bien sûr, mais qui visent aussi toute personne susceptible de représenter l'autorité publique. Je pense aux sapeurs-pompiers, mais on peut penser aussi évidemment aux élus locaux, qui sont de plus en plus, en tous les cas, également victimes de cette violence. Nous avons tous regardé et observé la manifestation que vous avez organisée le 19 mai dernier devant l'Assemblée nationale, entendu les propos qui ont pu y être tenus, naturellement, à la fois dans les conditions d'exercice, je le rappelle, de votre mission, mais aussi les inquiétudes à l'encontre de la réponse pénale, donc posant de fait la question des relations entre les services de police et la justice, parfois dans des termes extrêmement forts. Et j'ai considéré avec les collègues de la Commission des lois qu'ici, devant la représentation nationale, officiellement, devant le Parlement, il était important de pouvoir vous entendre et d'organiser ce débat et cette audition. Nous sommes d'autant plus soucieux de cela que non seulement ça traduit notre volonté d'écoute, mais nous avons un texte qui arrivera au mois de septembre, qui est le texte Confiance dans la justice du gouvernement, dont les auditions et les rapporteurs ont été désignés. Le texte viendra donc, je vous le disais, en septembre. La deuxième chose, nous avons été informés, mais comme tout le monde probablement, par la télévision du lancement des États généraux de la justice. C'est intéressant de savoir ce que vous retenez de cette démarche. Et puis par ailleurs est présent ici M. Henri Leroy, commissaire de la Commission, qui lui a participé au Beauvau de la sécurité, représentant l'institution sénatoriale. Je ne veux pas être plus long pour conserver du temps, naturellement. Vous êtes nombreux, 11, à devoir vous exprimer cet après-midi. On s'est donné 2 heures d'horloge, pour être assez précis, donc sans être extrêmement directif, si on peut tenir les propos, pour faciliter aussi l'échange avec les collègues, puisque les collègues parlementaires de la Commission sont là, d'autres probablement nous rejoindront, mais il y a d'autres réunions au même moment, de façon à ce qu'on puisse avoir un échange fructueux, sachant que cette audition ne traduit qu'une partie des discussions de la démarche que nous aurons, qui nous amènera sans doute soit à des textes nouveaux, soit aux textes de la rentrée, soit des prises de position du Sénat d'une autre nature. Voilà ce que je voulais vous dire. L'important pour nous, je le redis devant la Commission des lois, nous sommes ici dans un lieu où on a le souci permanent de la discussion et de la vérité. Et donc nous sommes ravis que vous ayez accepté de venir. Je crois devoir quand même excuser officiellement le syndicat UNSA qui ne pouvait pas être là cet après-midi. Je le dis parce qu'ils nous l'ont dit. Ils ont une réunion fédérale, je crois, et donc ils n'avaient pas de possibilité de venir. Voilà, j'ai été beaucoup trop long. Je vais donner la parole à ceux qui souhaitent débuter. Soit vous êtes mis d'accord, soit vous n'êtes pas mis d'accord, soit je prends dans l'ordre, c'est comme vous le souhaitez.
tout en vous demandant de vous présenter à chaque fois pour qu'on puisse identifier les interlocuteurs. Monsieur? Eh bien. Oui, voilà. Alors, merci, messieurs les sénateurs, mesdames les sénatrices, pour votre initiative, pour votre écoute. On a toujours une grande qualité d'écoute par votre chambre. Alors, je commencerai au nom de la Fédération CFDT Interco. Je suis accompagné du SCSI, le syndicat majoritaire des officiers de police, et d'Alternative Police CFDT, qui est présent pour les gradés et gardiens de la paix. Je commencerai mon propos en soulignant le fait qu'un grand travail d'inventaire et de recensement des causes du malaise policier avait été initié par votre homologue, M. François Grosdidier. Donc, on est arrivé à un document très riche, avec un diagnostic très précis. Aujourd'hui, malheureusement, peu d'évolutions. On a eu quelques évolutions en termes de moyens matériels. Mais aujourd'hui, le malaise est toujours aussi grand. Les policiers, malgré l'effort de recrutement durant ce quinquennat, sont toujours dans une logique de priorisation des missions. Nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer le traitement de toutes les missions. Donc ça met parfois nos collègues en insécurité juridique, en dehors des cas de conscience morale que ça peut causer. Nous croulons toujours sous une procédure pénale beaucoup trop chronophage, beaucoup trop axée sur les droits des mis en cause et pas suffisamment sur ceux des victimes. Nous sommes sur une ligne de crête entre l'inquisitoire et l'accusatoire, ce qui rend notre travail très compliqué. Et aujourd'hui, nous avons de ce fait une crise des vocations pour les officiers de police judiciaire. Il y a quand même une réforme qui tend à accélérer le déroulement de carrière des officiers de police judiciaire, du corps d'encadrement d'application, mais je ne suis pas certain qu'à long terme, ça soit totalement bénéfique, puisqu'aujourd'hui, il y a une perte de sens du travail de policier. Nous faisons plus de l'abattage qu'un traitement qualitatif des procédures. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis déjà quelques années, nous demandons à ce qu'un travail de simplification du Code de procédure pénale et de réécriture du Code de procédure pénale soit diligenté conjointement avec les policiers et les agents de justice et les magistrats. On demande un travail partenarial. Il faut peut-être mettre fin à l'entre-soi et voir les choses de façon un peu plus œcuménique et plus constructive, et qui demande un travail sur le long terme en dehors des effets d'annonce. Donc le police bashing initié par quelques responsables politiques, je mets le mot responsable entre guillemets, ne cesse de prospérer. Donc voilà, nos collègues sont vilipendés, ils sont lynchés jusque dans la sphère privée. Donc, il y a quelques années, la plupart des fonctionnaires de police qui ne pouvaient pas habiter sur leur circonscription, puisque travaillant dans des agglomérations au loyer exorbitant, donc faisaient le choix contraint de travailler à 1 heure de route de chez eux. Et quand bien même ceux qui travaillent dans des agglomérations ou des petites villes de province au loyer plus accessible pourraient y habiter, eh bien, ils font le choix, aujourd'hui, de plus en plus, d'habiter à 1 heure de route de chez eux. Ça, c'est une problématique que nous demandons à nos dirigeants de traiter. Alors, il y a des partenariats qui ont été engagés avec la SNCF sur les lignes TER pour les fonctionnaires de police, afin de sécuriser les lignes, mais également de prendre en charge le coût que peut représenter le trajet travail-domicile pour les policiers. Mais peu sont éligibles, puisque beaucoup travaillent en horaire décalé. Donc nous demandons à ce qu'une réflexion soit engagée sur la prise en charge des péages autoroutiers sur le trajet travail-domicile des policiers. Donc comme je vous le dis, ça représente quand même une grosse part de leur budget mensuel, de dépenses mensuelles. Voilà, on demande quand même à ce qu'un travail soit diligenté à ce niveau-là. Pascal Yakovlev, je suis secrétaire national Alternative Police en charge de l'investigation et du renseignement.
C'est bon. Donc, juste pour poursuivre un petit peu rapidement ce que mes collègues viennent d'énoncer. Donc, en effet, pour les OPJ ou les APJ en investigation, on a un véritable problème. On constate une fuite de l'investigation depuis des années, une véritable désaffection. On a également du mal à fidéliser les collègues, à tel point qu'aujourd'hui, on met en investigation des sorties d'école. Là où il faudrait des gens plutôt expérimentés. Les droits de la défense qui ont été systématiquement renforcés depuis une vingtaine d'années n'ont pas été faits en consultant les fonctionnaires de police de base qui justement ont à traiter les procédures au quotidien, ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine elle est bloquée. C'est-à-dire que les procédures ne sont plus traitées. On ne peut pas traiter, on doit prioriser malheureusement les procédures. Une grande partie n'est pas traitée. Les magistrats se déplacent dans les commissariats pour faire un tri sélectif. Et donc ça nous pose un véritable souci. Aujourd'hui, donc, les droits de la défense renforcés également par la présence de l'avocat en garde à vue. Nous, tout ce qu'on constate, c'est que 80% du temps de garde à vue, c'est du formalisme. On travaille véritablement 20% sur le fond du dossier. Donc si on n'augmente pas le temps de délai initial de la garde à vue, on ne sait pas comment on va pouvoir continuer, à moins que les magistrats reprennent les auditions par derrière. Le roi, puis Monsieur Richard. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais juste apporter un dernier élément, c'est l'article 56 en matière de saisie et scellé par rapport aux perquisitions qui nous pose un souci. Puisqu'en fait, le saisie et scellé, on doit le faire en temps réel. Maintenant, lorsqu'il y a énormément de matériel à saisir, il y a une exploitation qui est faite au service et l'article 56 prévoit le scellé provisoire. En revanche, pour les saisies scellées, ils doivent être faits et signés par toutes les parties qui ont assisté à la perquisition. Ce qui veut dire que l'OPJ reste encore donc, à la disposition de l'avocat le lendemain lorsque celui-ci sera disponible, ce qui nous pose également encore un gros souci. Bien, merci monsieur Jacolev. Merci. Pour vous répondre, pourquoi j'ai travaillé 20 ans en police judiciaire, donc j'ai un peu d'expérience et je l'ai quitté justement pour les renseignements généraux. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a plus ce formalisme judiciaire qui est devenu trop lourd. Aujourd'hui, un enquêteur, c'est plus un enquêteur, on ne travaille plus du tout sur le fond. On travaille que sur le formalisme. En fait, on est devenu des techniciens. Il faut être habilité pour tout et il n'y a plus aucun intérêt dans le métier. Donc c'est une des problématiques, ce n'est pas qu'une question d'argent. L'argent, moi je le dis clairement, même pour 200 ou 300 euros, j'y retournerai pas. Ça ne m'intéresse pas. Mon intérêt, moi, au quotidien, c'est mon métier. Et franchement, on n'y trouve plus plaisir. Monsieur Bonnecarrère. Troisième question, ce qu'il n'y a pas dans le texte confiance. Votre sentiment sur ce qui aurait pu figurer et que vous n'y trouvez pas, et vos idées à cet égard. Monsieur Jacolev. Oui, en fait, nous, le véritable souci concerne en fait l'investigation, le contentieux de masse. Donc, et en fait, on n'a pas d'élément de réponse. Le souci que rencontre l'officier de police judiciaire, c'est qu'il n'a pas l'opportunité des poursuites. On a tout judiciarisé, mais en fait, nos procédures ont explosé. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'en fait, on ait un référent du parquet qui soit présent dans les services d'investigation et qui puisse faire le tri en amont. Ça nous permettrait de gagner un temps assez important par rapport aux procédures, puisqu'il y a l'infraction. D'ailleurs, c'est le problème que rencontrent nos collègues, c'est que le code pénal leur demande de constater les infractions et de présenter à l'OPJ, et de l'autre côté, la politique pénale prévoit de ne pas réprimer ou d'apporter une réponse pénale qui ne suffit pas. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est en fait que le tri soit fait en amont et pas après, pas une fois que le travail a été fait, ce qui permettrait donc d'épurer déjà un grand nombre de procédures qui ne sont déjà pas traitées, ou alors... C'est ça, de les prioriser et en fait donc de déplacer donc l'enquête vers l'OPJ compétent en fonction du degré de l'infraction.